Bienvenue sur Fils au micro. Ce podcast est né d'un constat simple. On parle beaucoup de performance, mais rarement du long terme. Rarement de la science couplée à l'expérience et de ce qui se passe sur le terrain. Ici, je donne la parole à des coachs, des athlètes, des professionnels de la performance pour prendre du recul, confronter des points de vue et mieux comprendre ce qu'on fait à l'entraînement ou en compétition. Bonne écoute. Salut Quentin, j'espère que tu vas Salut Val. bien. Du coup, aujourd'hui, on accueille Quentin, donc un ami de longue date, mais qui exerce dans le même secteur d'activité que moi, mais à l'autre bout de Très la loin. France. Très très loin. Du coup, aujourd'hui, on va parler de préparation physique. On va parler un peu de son petit point de vue, parce qu'on se connaît très bien, on s'entend très bien, mais on fonctionne pas toujours pareil, et on n'a pas les mêmes contextes de travail. Donc, on va débattre de plein de sujets. On espère que ça va vous intéresser. Et puis, on va essayer aussi d'être le plus clair possible parce que des fois, dans notre jargon, on a tendance à parler comme des pros. Et là, il n'y a pas que des pros qui vont nous écouter. Déjà, je vais commencer avec quelque chose de très simple. Bah, qui t'es, Quentin? Ouais, du coup, moi c'est Quentin Avria, donc je suis préparateur physique. Donc comme tu disais Val, moi je suis dans le sud donc de la France, à côté de Nice, on va dire. Euh, J'exerce mon métier donc de préparateur physique depuis, je pense, 7 8 ans maintenant. Et donc bon, j'ai fait un cursus STAPS, un diplôme d'état tennis, des formations après de réhab, d'haltéro, etc. On va pas trop s'attarder dessus. Et, euh, et du coup, moi, je suis surtout sur de la spécificité tennis. Ok. J'ai 90% de mes clients qui sont dans le tennis et du coup, j'ai que ce soit la personne lambda à un sportif de haut niveau. Donc, j'ai eu, euh, par exemple, pour les connaisseurs de tennis, Mira Andreeva, qui était, qui est top 10 maintenant mondial et donc qui est une russe jeune très talentueuse. Et je suis formeur de pas mal de sportifs de haut niveau, surtout chez les filles. Donc, enfin, dans le tennis féminin. Donc voilà, j'ai voyagé sur le circuit pendant 3-4 ans où j'ai été sur tous les grands chelems, tous les gros tournois de tennis. Donc je connais le tennis comme, on va dire, le doigt de ma main, ou je sais même pas comment on peut dire, mais voilà, je connais vraiment le tennis par cœur et c'est ma marque de fabrique. Entre-temps, je suis passé moi dans une académie de tennis. Donc, il y a, j'ai quitté il y a 2 ans. Donc, j'ai fait 4 ans en académie de tennis où j'ai suivi quand même les meilleurs, enfin, des bons joueurs de tennis. Et puis, je suis à mon compte depuis maintenant 2 ans. Et donc, je fais la même chose, mais pour moi, Ok, avec ma politique sportive. t'es un peu plus libre dans tes actions. Ouais, beaucoup, beaucoup plus. Et bah, où est-ce que t'as commencé? Parce que t'as pas démarré direct à l'académie. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, j'ai commencé, j'ai commencé ici, hein, c'est comme ça qu'on s'est connus, mais j'ai commencé en Vendée. Donc moi comme je disais, j'ai fait une licence TAPS, donc entraînement sportif. J'ai eu le choix entre faire un master ou faire un diplôme d'état de tennis. Donc le tennis c'est mon activité de base, hein, de référence. J'ai joué pendant plus de 20 ans. Donc j'ai choisi de faire le DE tennis, qui m'a beaucoup servi pour la suite et qui m'a amené où je suis maintenant finalement. Si j'avais pas fait cette spé tennis, je pense que j'aurais pas été dans ce domaine-là ou peut-être plus tard finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, après, je sais pas qu'est-ce qui était le mieux, faire un master ou faire un DE tennis. Euh, pour moi, là maintenant, je dirais faire le DE tennis. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que le master aurait pu m'amener beaucoup de choses aussi. Donc, je ne sais pas. Voilà, et du coup, j'ai commencé en tant que coach tennis en club et en même temps, je développais mon entreprise de prépa physique à mon compte. Et puis, du jour au lendemain, je suis parti dans le sud de la France. J'ai commencé dans une petite académie, donc avec des jeunes joueurs ITF junior. Donc c'est le circuit pour les jeunes, on va dire, en devenir, pour les pros en devenir. Et après, j'ai été à la All-in pendant 3 ans et demi, et maintenant à mon compte. Voilà. Beau parcours. Bon, ce qu'il vous dira pas dans le podcast, c'est qu'il a aussi commencé avec du CrossFit, mais qu'il a très vite bifurqué vers l'haltérophilie Ouais, sur des efforts très explosifs. voilà. Mon
premier coach a été Valentin Leget en haltérophilie en CrossFit. Voilà. On va quand même très rapidement parler un peu de haut niveau, parce que c'est ce qui va nous réunir aujourd'hui. Du coup, toi qui connais, qui côtoie le haut niveau, euh, c'est quoi c'est quoi la perf pour toi? C'est quoi la performance? Comment tu définis ça? Alors pour moi, la performance, que ce soit à haut niveau ou pas à haut niveau, en fait, c'est l'atteinte d'objectifs. Et finalement, c'est, on a plusieurs recours, c'est soit via les qualités physiques, tactiques, euh, mentales, événementielles. Voilà. C'est ce qui regroupe la performance. Pour moi, si on doit parler de performance, si on veut avoir une performance, il faut mettre toutes les chances de son côté pour la créer. Donc que ce soit un staff, là si on parle de haut niveau, on parle d'un staff, un prépa physique, un coach de la discipline, donc là pour le coup le tennis, un coach de tennis, voire deux coachs de tennis, un diète, un prépa mental, un kiné ostéo, voilà, et un médecin. Donc pour créer de la performance, il faut avoir une cellule, euh, finalement un staff déjà très développé et qui aille tous dans le même sens pour créer cet objectif commun et cette performance. Ok. Et toi, sur ton versant préparation physique, du coup, dans la haute performance, qu'est-ce qui est le plus sous-coté et le plus surcoté? Hmm. Euh, dans la haute performance, ce qui est sous-coté dans le tennis, donc là je parle vraiment de préparation physique, tennis, c'est la force, le développement de la force maximale. Il y a eu beaucoup trop de, euh, d'avis, une culture du volume tennis, d'avoir uniquement du volume spécifique tennis. Et en fin de compte, il y a beaucoup de prépa ou de coach tennis qu'on sait, on va dire, comment dire, avis, comme quoi tout ce qui est musculation, développement de la force max ne sert à rien pour le tennis. Euh, pour autant, il y a quand même des études qui ont montré que la force max améliore l'explosivité, euh, baisse le risque de blessure et puis permet de développer sa puissance et derrière les répétitions d'efforts, etc. Donc finalement, ouais, je pense que le plus sous-coté, c'est la force max. En fait, on a tellement peur de blesser aussi dans ce domaine-là, comme dans le foot. C'est de mieux en mieux, hein. Attention, de plus en plus, les prépas, ils sont à jour, ils développent les qualités physiques de force. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans ce domaine-là encore. On est très amateur encore dans le tennis, je trouve. Et pourtant, tu es à haut niveau. Et Mais pourtant, je suis à haut niveau. Mais, euh, mais de ce que je vois, alors, tu vois, là où pourquoi je suis parti de cette académie, c'est que il y avait des politiques sportives et dans une des politiques sportives, enfin, dans un des domaines, c'était on n'avait pas le droit de charger du tout. Donc finalement, les joueurs, bah, ils faisaient de la prévention de blessures, mais en fin de compte, ils étaient, alors pour ceux que ça peut parler, les rires, donc rep en réserve, ils étaient à 10 reps en réserve finalement, donc il n'y avait aucune adaptation qui était créée et je voyais pas l'intérêt. Alors que on sait très bien que si on veut créer des adaptations sur du développement de masse musculaire, de force max, il faut être au moins à rire 5 minimum. Et encore, ça reste conséquent. et ces jeunes que tu avais, ils avaient quel âge à peu près? C'est pour moi, c'était de 10 à, du 10 à 20, 25 ans, quoi. Bien Ok. évidemment, à 10 ans, tu fais pas de force max comme ce que tu fais à 16, 17 ans, mais par contre, tu peux commencer à établir des bases de force à travers des postures, etc. Donc, Hmm. c'est bien évidemment, tout est progressif et SP par rapport à l'âge et la discipline, pour le coup au tennis, mais du coup, non, j'ai balayé un peu ces âges-là. Voilà. Mais du coup, bon, pour faire le parallèle, au basket, on a un petit peu le même souci. On dit à un certain âge, il faut être en poids de corps, puis après, il faut passer avec les charges. Au final, ça manque de continuité souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas éduqué les positions de base Ouais, ouais. potentiellement quoi, elles seront développées avec des charges max. Et du coup, on se retrouve à arriver à un certain âge où du coup, bah, les bases sont pas bonnes. Et du coup, bah, après, c'est le moment de charger en charge max, mais on a trop de limitations en mobilité, en Ouais, apprentissage, en ouais. technique.
on se retrouve très vite limité. Au final, à 20 ans, on a toutes les bases à revoir alors qu'on aurait pu les voir avant, quoi. C'est là où je suis complètement d'accord avec toi. Si tu regardes là, je reprends beaucoup de moi sportifs de haut niveau avec des progs à distance, peut-être qu'on en parlera après, mais des tennisman qui arrivent vers 24-25 ans, il y a plein de choses qui n'ont pas été vues. Et je me dis, mais c'est pas possible, à 25 ans, tu devrais déjà savoir tout faire, tu devrais être presque à ton sommet physique. Là, les postures, c'est pas acquis, ils savent pas faire un squat complet, enfin, des trucs qui devraient être acquis. Alors bien évidemment, c'est compliqué quand tu fais que du tennis, que tu pars en tournoi, etc. Je comprends que c'est compliqué, mais ça doit être fait avant finalement. Mm. Et donc moi, quand je prends quelqu'un, et j'adore, et c'est là où maintenant je préfère peut-être plus former quelqu'un que entraîner quelqu'un qui est déjà au niveau. Tu vois, Euh, là, j'ai une demande d'une petite de 8 ans, je sais très bien ce que je vais faire. Et c'est pas parce qu'elle a 8 ans que je vais pas l'éduquer à avoir une barre dans les mains, mais de 2 kilos. Voilà. Et puis, voilà, c'est juste une question de point de vue, de respecter l'âge. Mais là, tous les jeunes que j'ai, ils ont ceux de 10 ans, bah, ils sont en squat, ils ont une barre. Mais bien évidemment, le poids, il est corrélé à leur âge et à ce qu'ils sont capables de faire techniquement parlant. Si c'est propre techniquement, zéro problème pour moi. Mm. C'est pas ça qui coupe la croissance, on sait très bien. Ouais, on le sait, hein. Ok. Surentraînement. Exactement, sur spécificité. Ouais, aussi. Mais du coup, ouais, ben moi j'ai un peu le même truc, c'est que j'ai vu par exemple, nous, quand on a des pros, je vois clairement un bon centre de prépa, un bon centre de formation en préparation physique. C'est que les mecs, quand tu leur montres les mouvements, ils savent déjà de quoi on Ouais. parle. Et moi, je le vois encore plus avec les étrangers. Par exemple, nous, on a des Américains dans les équipes et je J'ai- peux mettre de l'haltérophilie à outrance. J'allais te dire ça. J'allais te dire, j'en parlais il y a pas longtemps avec un de mes potes, Yanis. Exactement ça. C'est que je regarde pas mal de comptes de prépa, forcément sur Instagram, etc. Et je lui dis, mais en fait, la différence entre nous et les États-Unis, c'est que si tu regardes, il y a tout qui est nickel. Que ce soit en termes de technicité, euh, de posture, c'est nickel. Mais par contre, l'intention qu'ils mettent, c'est pareil, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Et beaucoup de fois, nous en France, ben, en fait, on n'a pas cette culture de bah, déjà créer un athlète finalement, et puis derrière tendre à aller sur cet aspect. Nous, on est spécifique, et puis derrière, bah, on va créer un athlète, mais en fait, c'est trop tard. En Finalement. fait, on est un peu bridé sur les leviers, moi je le vois. Ouais, C'est que bah à 25 piges, réapprendre toute l'haltérophilie, en fait, on perd du temps. Et du coup, compliqué. on a d'autres leviers, mais en fait, on se ferme des portes. Alors que bah, quand le gamin il arrive de U21 et que sa technique elle est nickel, bah là on peut aller sur un développement assez Ouais, large. Et moi je le vois, hein, je le vois vite, c'est que bah ceux qui n'ont pas les bases, bah, du coup vu qu'on n'a pas de temps à perdre et qu'on est sur de la performance et que tu fais autre chose. on fait autre chose et on est contraint de faire des choix. Alors même si la prépa physique c'est que des choix, du coup on a des portes qui se sont fermées avant même d'avoir commencé, quoi. Et c'est là où pour moi, ce n'est pas normal que quand allez, tu sors, tu as 18 ans, tu dois être capable de tout faire, déjà. Enfin, Exactement. je parle en musculation, en haltéro, mais que ce soit en gamme athlétique, en sprint, en changement de direction, ça doit être parfait. Et derrière, tu peux développer des qualités physiques. Si c'est pas le cas, bah forcément, comme tu dis, tu te fermes des portes. Et un mec qui sait pas faire d'haltéro, bah, quand il a 4 semaines enfin, son prépa 4 semaines par an, comme c'est dans le tennis, hein, et on a beaucoup, hein, c'est que ça, bah, tu vas pas essayer de développer l'haltéro, ça sert pas à grand chose, quoi. Tu peux aller sur des basiques. Et du coup, bah, on en revient là sur spécificité, mais du coup, on réduit le champ du développement en fait C'est ça. d'entrée. Ça veut dire qu'en fait, bah, malheureusement, on va brider le plein potentiel de la personne avant même qu'elle ait Exactement. commencé, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé pas mal dans le tennis. Il y a la culture de la spécificité. C'est vraiment, c'est. Alors, je dis pas, je m'en suis. Au début, bah, j'étais dedans. Moi, j'étais formé avec des gens qui étaient sur spé. Mais quand je suis parti, je me suis détaché un peu de ça. Et je me suis dit non, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin finalement? C'est développer les qualités physiques. Où est-ce que ça se développe? C'est en salle. Par contre, moi, l'aspect spécifique, on en avait parlé l'autre jour, je le trouve très important tout de même, mais une fois que tu as développé les qualités, et tu peux très bien le faire en parallèle, mais il faut absolument pas laisser le développement des qualités physiques de côté. Euh, donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un côté développement des qualités physiques en salle, donc athlétique.
Euh, et par contre, à côté, j'ai un côté aussi très spécifique où je vais agir sur du postural, donc de la technique de déplacement, des techniques de prise d'appui, de changement de direction. Et là où pour moi c'est l'aspect, mais on n'essaye pas non plus de développer nos qualités physiques à travers la spécificité, pardon. On essaye de de les gagner en, exprimer. ouais, et de gagner en efficience gestuelle pour pouvoir exprimer ses qualités physiques. Donc c'est là où c'est complètement différent. Euh, Bien évidemment, des fois on va faire des lancers spé tennis, mais ce n'est que allez, 10% de ce qu'on fait. Et il y a des gens, c'est 90% du shadow tennis, lesté, des lancers de medicine ball, des choses avec des élastiques, ils essayent de refaire le service, mais en fait, c'est des choses, ça sert à rien. Finalement, les mecs, ils passent tellement de temps dans leur sport que le transfert, il va se, alors, la plupart du temps, il va se faire normalement. Quand tu commences à être à très haut niveau, bon, le transfert, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut y mettre un peu plus d'intention et il faut peut-être aller chercher des détails sur le terrain. Ça, c'est un peu différent. Mais là, un jeune, je suis désolé, un jeune de 15 ans développe les qualités de force en salle et puis après, tu vas voir déjà, il n'y a rien qui. Moi, je suis, moi, alors du coup, moi, je suis pas spécifique comme toi, c'est-à-dire que moi, je viens pas du milieu dans lequel Mhm. j'exerce, alors que toi, tu viens du milieu dans lequel tu exerces, mais moi, je dis souvent, en fait, je suis assez pro travail dissocié pour la seule raison, c'est qu'en fait, le surspé m'a tellement saoulé parce qu'en fait, ta spécialité est censée exprimer le potentiel que tu as développé. Mais en C'est fait, ça. vu que les gens ils passent zéro temps à développer le potentiel, il n'y a rien à exprimer de Mhm. plus. Donc en fait, on fait de la PPG sur terrain, mais on n'a même pas développé Oui, voilà, le basique. Alors que si tu as développé ta force max, ouais, après on va tenter de l'exprimer sur le terrain avec le travail c'est ça. intégré. Mais en fait, moi je l'avais vu dans le foot, c'est que on intégrait, mais en fait, Ouais. on exprime rien de plus que ce qui a été exprimé avant. C'est ça, et puis malheureusement, et on le sait très bien, c'est prouvé scientifiquement, tu développes des qualités en salle, en soulevant, enfin, contre-résistance, tu développes pas des qualités physiques sur le terrain. Alors tu peux, bien évidemment, Au début, tu peux au début, mais à un moment donné, quand tu es athlète de haut niveau, tu peux pas, tu peux plus. Tu peux pas t'attendre à progresser sur tes premiers pas en accélération en faisant que des accélérations. C'est pas possible. sachant qu'en plus la performance s'est clairement intensifiée. Enfin, en tout cas, tous les sports se sont intensifiés Ouais, sur le plan ouais, bah ouais, athlétique. Donc maintenant, tu complètement. peux plus passer à côté de Non, non. l'athléticité, tu peux plus jouer avec la technique comme certains le faisaient à une certaine époque. Maintenant, le côté athlétique, il a pris une dimension monstrueuse. Et pour autant, tu vois toujours que tu as des gens qui font que de l'hyperspé. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et c'est là où je dis pas que. Alors, je peux pas me permettre de dire que c'est une mauvaise méthode, ce n'est juste pas ma méthode, mais il faut un juste milieu. Ce que Bah, je te de disais toute l'autre manière, jour. c'est pas le meilleur en salle de musculation qui est le meilleur sur le terrain. Non, voilà, c'est ça aussi. Ça veut Il dire faut le que penser. tu peux être une machine dans la salle de muscu et ne pas savoir du tout Ouais, c'est ça. transférer tes qualités. Donc, le spé a son intérêt, mais la surspécialisation, au final, elle a Ouais. ses limites. C'est, c'est là où les gens, ils ont du mal quand même à comprendre que, encore une fois, pour résumer, c'est développer les qualités physiques en salle, peu importe, et derrière les transmettre sur le terrain. Les transmettre sur le terrain, ça veut pas dire non plus bah, faire exactement comme le tennis. C'est juste faire ressentir des choses pour pouvoir exprimer bah, cette puissance, cette explosivité, ce changement de direction, tel angle, etc. C'est juste faire ressentir des choses à la personne. Et après, il y a un autre problème, et nous, on est concernés quand même dans le tennis, c'est que malheureusement, donc là je vais tirer une petite balle, mais les coachs de tennis, des fois, ne font pas du tout leur travail. Et donc moi, pourquoi j'ai amené cette spécificité-là? Ben, parce que je suis bon dedans et du coup, bah, je mets en place des choses qui n'est pas mis en place sur le terrain de tennis avec les coachs de tennis, mais qui devraient être mis en place. Donc finalement, je fais leur travail. Tu vois, le Hmm. travail de développement du jeu de jambes, de rotation, de posture, etc. Pour moi, c'est du travail spécifique coach de tennis. Et finalement, il n'est pas forcément fait. Donc forcément, le mouvement, la biomécanique, on sait très bien que bah, ça fait partie aussi de la prépa physique. Et, mais ça fait aussi entièrement partie du travail de coach de tennis. Et tu retrouves quand même beaucoup de coachs de tennis, surtout à haut niveau, qui sont juste là en mode ok, je suis un coach de tennis, mais accompagnateur. Tu vois, ils vont plus corriger tout ça. Ils vont être accompagnateurs, ils vont aller sur les points forts, et puis t'as plus rien, tu vois. C'est là. Désolé pour les coachs de tennis. C'est bien les petites balles perdues, ça.
Tout à l'heure, tu me parlais de la science, que les études, du coup, montrent certaines choses. C'est quoi ton lien, toi, du coup, par rapport à la science? Est-ce que tu lis beaucoup d'études, tu te mets régulièrement un jour? Est-ce que tu prends tu te détaches un peu de tout ça quand même aussi par rapport à ton expérience? Comment tu fonctionnes? Moi, en fait, moi, je suis vraiment une personne pas extrême. C'est-à-dire que je suis pas l'un, pas l'autre. Je me tiens à jour. Par contre, je suis pas quelqu'un qui va lire des revues scientifiques dans tous les sens. Je suis pas comme ça. Je suis pas le plus scientifique. Et ça, je l'ai toujours dit. Et puis, ça me va très bien. Par contre, je me tiens à la page. Je suis désolé. Moi, je lis beaucoup de choses vulgarisées parce que j'ai pas forcément le temps. Donc, je prends l'info. Alors, des fois, oui, je sais, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, et ça me permet quand même de me tenir à la page par rapport aux nouvelles avancées. Et forcément, moi, j'adore tester les méthodes, avoir des nouveaux outils. Mais ça veut pas dire que je m'enferme dans ça et que je me dis, ah, trop bien, il y a un nouveau truc là, vas-y, je vais le tester. Bah, tiens, on va faire les blaze pods là sur le terrain. Bon, tu vois, les choses comme ça. Je me dis, est-ce que ça a un réel intérêt? Bon, t'as la science. Bon, là, c'est pas vraiment de la science, mais pour le coup, c'est un peu lié, on va dire. Mais je me remets toujours aux basiques. Le plus important, c'est les basiques. Et c'est aussi, euh, bien évidemment, je vais apporter des modifications à mon entraînement, mais je peux pas changer mes lignes directrices juste parce que il y a des études qui sont sorties, etc. Moi, j'ai une façon de fonctionner. Je remets en cause, en question quelques points, j'ajoute, mais je peux pas tout changer parce que, tiens, telle étude, elle a dit ça. Non. En J'ai fait, des façons de faire et ça marche, donc je le répète, je m'en sers pour étoffer cette méthode, mais par contre, ouais, je remets pas tout en question parce que il y a une étude qui est sortie sur le développement de la puissance, tu vois. en gros, tu as un gros socle de base et après tu Ouais, voilà, ajoutes ou tu jettes si tu vois que c'est c'est pas ça. finalement productif, quoi. Ça, et puis on sait très bien, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'outils. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de tous les placer dans ta prépa? Je pense pas. Faut déjà savoir manier les outils que tu as à la perfection, comme je disais, en amener, si tu vois le bénéfice. Et puis le numéro un, enfin, pour moi, à mon goût, c'est l'athlète. Donc, c'est la connaissance de l'athlète, c'est le feeling que tu as aussi avec cette personne. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, les prog à distance, etc., j'ai un peu plus de mal. J'ai besoin d'avoir la personne en main, en séance, etc. Et donc, l'aspect scientifique va m'aider à mieux gérer mes séances, à avoir de nouvelles idées, etc. Mais d'un autre côté, je viens pas, enfin, je mets pas tout en place dès qu'il y a une revue scientifique qui est sortie, quoi. Ah oui. En plus, dans la haute performance, bon, t'as quand même la balance bénéfice-risque et aussi la contrainte de temps. C'est-à-dire que Ouais, surtout tu là. peux pas te rater. Tu peux pas faire un cycle où tu te rates. Imaginons, t'as mal calibré la C'est charge, ça. etc. parce que c'est neuf et que tu maîtrises pas. Moi, souvent, c'est l'erreur que j'ai vue, alors que j'ai faite aussi plus jeune, mais l'erreur que je vois chez des jeunes prépas, c'est que ils veulent tellement faire les dernières choses que du coup, ils en maîtrisent pas du tout la charge d'entraînement et qu'en fait, bah, Ouais. ils prennent plus que de risques que de bénéfices. Et surtout, ils maîtrisent pas le sujet parfaitement, donc ils maîtrisent pas aussi l'adaptation, le temps d'adaptation. Et puis, il faut toujours partir du principe que avant toutes ces dernières avancées, il faut maîtriser tout ce qu'il y a avant. Et si t'es même pas capable de maîtriser, je dis une bêtise, mais si tu sais même pas corriger un squat complet, ben en fait, enfin, va déjà à l'essentiel, tu vois ce que je veux dire. Je vois beaucoup trop de choses sur les réseaux et c'est là où il y a une problématique des fois sur les réseaux. Ils montrent des nouveaux exercices à tout va, etc. Mais pour moi, le numéro un, c'est le plus simple. Et par contre, c'est prendre un exercice très simple et mettre une grosse rigueur d'entraînement, une grosse intention. C'est ça le plus important. C'est pas mettre des artifices dans tous les sens, ça sert à rien. Donc ouais, c'est un peu ça qu'on peut reprocher aux nouveaux coachs. Et c'est peut-être aussi ne pas être assez progressif dans les choses. Tu vois, ça rejoint à ça, mais c'est mettre une méthode d'entraînement, mais ton gars, il est peut-être même pas formé, il sait même pas faire un squat. Bon, bah, déjà, commence par le début, quoi. Ouais, exactement. Bah, du coup, dans cette continuité-là, toi, est-ce que tu as des basiques, alors si tu as envie de nous les donner, mais moi, par exemple, je fonctionne beaucoup en triphasé sur mes athlètes, sur mes groupes d'athlètes, du moins sur de la haute performance, pas sur des gens lambda.
Donc avec une accumulation, intensification, c'est pas moi qui l'ai Ouais, ouais. inventé, hein. C'est Je Thibodeau. sais, Thibodeau. Et toi, tu fonctionnes comment par rapport à ça? Alors c'est très compliqué. C'est là où là on va être vraiment sur la spécificité tennis. C'est qu'il faut se dire qu'un joueur de tennis il est très peu là. Il est beaucoup dans le tournoi. Il va faire, allez, on va dire au maximum 35 semaines de tournoi par an, au minimum 25, alors, entre 25 et 35. Donc ça veut dire que le temps qui reste, bah, tu calcules, t'as environ 25 semaines, on va Moins dire. de la moitié de l'année, quoi. Voilà. Donc la différence où sur un crossfitter, un haltérophile, etc., c'est que là, je peux pas cycler comme vous. C'est impossible. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que donc toi dans le basket, c'est un peu Moi, j'ai match 1 à 2 fois par semaine. voilà, ça te laisse quand même un peu de temps pour caler des séances, hein. Le tennisman, le truc qu'il faut savoir, c'est que il gagne, il rejoue. Donc, s'il perd, bah, tu t'entraînes, hein, forcément. Mais si tu es performant, bah, tu peux aller jusqu'à la fin de la semaine. Donc, tu as déjà une semaine qui est écoulée. Donc, si le mec, tu peux forcément caler du travail, hein, mais si le mec, il te fait 3 heures de match tous les jours, bon, bah, le travail, il est compliqué à mettre en place. Et donc, ça peut être ça sur 2, 3 semaines, quoi. Donc, pour caler du développement physique, c'est très compliqué en tournoi. Maintenant, nous, on a des périodes comme vous de off-season qui se situe entre novembre et décembre avant l'Open d'Australie. Donc avant de partir en Australie, il y a allez, pour les plus chanceux 2 mois de pré-saison parce qu'il y en a certains qui font des matchs par équipe. Donc voilà, pendant un mois. Et pendant un mois, tu as vraiment une pré-saison où tu peux cycler. Et enfin, tu peux cycler. Tu cycles sur allez, un mois et 2 semaines, grand maximum. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Marion Fléchière, diététicienne. Sa vision de la nutrition est simple et positive. De la bienveillance, du plaisir à manger et zéro frustration. Pas de règles rigides, ni de pression inutile, mais des choix intelligents et accessibles. L'objectif pour Marion est simple, c'est de t'aider à construire des habitudes efficaces, durables et qui s'intègrent vraiment dans ton quotidien. Que tu sois sportif ou non. Une approche concrète, réaliste sur l'alimentation, pensée pour durer et te faire du bien. Et donc, euh, et donc moi, je fonctionne pas comme ça. Enfin, du coup, je suis obligé de faire des mini-cycles à chaque fois. Donc, c'est 2 semaines, je vais être sur du développement des qualités physiques assez générales, sur de la masse musculaire, hypertrophie entre guillemets, euh, et du développement de l'endurance fondamentale, développement de ma VO2, etc. Et après, je vais découler sur plus j'avance vers ma compète et plus j'amène de la spécificité. Donc derrière, ça c'est ma base d'accumulation. Après, j'ai une base un peu je dirais pas intensification, de force, on va dire, d'intensité et d'intensification fin de cycle. Et du coup, j'ai des blocs de 1 à 2 semaines à chaque fois. Et le truc, c'est que j'essaie d'aller en lien avec ma spé, c'est-à-dire que je vais avoir ces 2 premières semaines de général. Derrière, je vais avoir 2 semaines où je vais développer des qualités physiques en lien un peu avec la spé. Et après, je vais les transférer sur le terrain, enfin, sur le terrain entre guillemets, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse base de développement musculaire quand même et physique, moins sur un mois et 2 semaines de développement entre guillemets spécifique. Ouais. Mais du coup, c'est un peu, t'es sur des micro-cycles, micro-dosing au final. Ouais. Moi, ça se fait pas mal, nous, tu vois, dans le basket en NBA. Du coup, les mecs font que des micro-séances et très fréquemment. Parce qu'au final, ils jouent tous les 2 jours. Ouais. Donc ça fait un peu le même style. Mais après, ouais. Après, c'est pas parce que, tu vois, c'est là où, c'est pas parce qu'ils ont match que je fais des micro-séances. Bien, le jour de match, bien évidemment, c'est soit il n'y a pas de séance, soit il y a une petite séance. Généralement, c'est dans les warm-up, dans les échauffements. Je cale les routines, tu vois, en lien avec les pathologies ou les faiblesses de certains joueurs. Donc, si personne des problématiques d'épaule, là, il y en a une qui a inflammation susépineux, ben, on cale des exercices spécifiques. Et voilà. Donc, le travail, il va être fait surtout dans le warm-up.
Si le match il va durer 1 heure et demie, bon, peut-être qu'on peut faire un peu de force après. Mais la problématique, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut faire attention. Bien évidemment, il ou elle a fait 1 heure et demie de match, mais il y a une charge mentale qui est quand même beaucoup plus importante que ce que tu fais en entraînement. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, sachant qu'en plus le lendemain, s'il a gagné, il va rejouer, etc. Donc faut se dire, moi je me dis, je fais tous les 6 7 jours un rappel force obligatoire. Et après, si je peux, j'essaye de continuer. Mais ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ma off-season va me mettre en place des dominantes de travail que je vais garder sur l'année. Et donc, en fin de compte, en tournoi, si j'ai l'occasion, je vais continuer à développer, à mettre des petits points sur le développement et sur ce que je veux développer. Et, euh, et voilà. Après, c'est pas parce qu'il va aller en match que je vais faire une demi-séance la veille. Non, je fais une séance normale. Il n'y a pas de raison. Si le mec il est bien entraîné, le lendemain il a récupéré, il peut envoyer quoi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, c'est que souvent, que ce soit au foot ou tiens, tu te dis 3 jours avant, on va décharger beaucoup parce que quoi. Si ton mec il est entraîné, je vois pas l'intérêt. Par contre, tu peux décharger ta semaine, le volume global de ta semaine, pourquoi pas. Mais tes séances, tu peux quand même faire des séances assez quali et puis quand même de minimum 45 minutes, 1 heure, il y a zéro problème. Tu vas pas te cramer pour ton match. En fait, de toute manière, dans tous les sports où il y a de la fréquence de la compétition, si tu commences à réfléchir comme par exemple quelqu'un qui prépare les jeux, tu Ouais, vois, et du coup qui a une échéance sur 4 ans où tu fais un affûtage, etc. Là, tu es libre un peu de tes actions et tu as des compétitions intermédiaires. Ça, c'est l'idéal parfait de la planif. C'est ce qu'on ouais, voit en ouais. STAPS. Mais la réalité, c'est que si nous, soit on a des tournois, des matchs très fréquemment, si tu commences à réfléchir sur le fait, ah, mais il faut qu'ils soient en forme, il faut qu'ils soient affûtés, bah non, en fait, il fallait le mettre en forme en off-season, et après tu gardes ta trame de fond, sinon tu travailles plus jamais. C'est là où tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, faut être performant à tel moment. Mais en fait, tu peux pas te dire, ok, mon joueur, il va être performant à tel moment. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. L'aspect mental, là, je dirais pas ce que c'était, mais j'ai une joueuse qui a eu un problème, et donc derrière l'aspect mental, sur 1 mois et demi, bah, elle a été jouée, mais c'est contre-performance, blessure, et voilà, ça a un impact. Et pour autant, elle a fait une pré-saison super, super, tu vois. Mais juste un truc arrive et derrière, ça te casse tout, on va dire. Mais non, faut pas penser que on va se dire, oh, tiens, le 10 août, là, je veux qu'il soit performant. Non, c'est pas vrai, c'est impossible. Et ça, on aura beau me prouver A plus B, déjà, on pourra pas, mais c'est pas possible. Il y a trop de facteurs qui Ouais, sont trop de hors de notre facteurs. contrôle. C'est vrai qu'on peut faire en sorte d'avoir des possibilités de Oui, performance, mais on ne saura jamais tant que bien on n'est sûr, pas sur le terrain. bien sûr, mais là, le but d'un tennisman, c'est pas d'être, euh, d'être bon sur Ça demande sur une la saison. échéance, c'est d'être bon tout au long de l'année. Donc c'est là où c'est très dur. Des fois, on est obligé quand même de faire des petites impasses. Il y a des moments où le tournoi est peut-être un peu moins important, donc c'est là où on va peut-être accepter un peu plus de fatigue. Donc on va bosser un peu plus avant et pendant le tournoi aussi. Et il y a des fois où on se dit ça, tiens, c'est un tournoi pas important. Bon bah vas-y, on travaille, t'en as besoin et puis voilà. Mais après, pour moi, tout est dans la gestion du volume et de l'intensité. Parce que si, euh, bien évidemment, il va beaucoup en tournoi, mais il y a une erreur qui est très fréquente chez les joueurs de tennis, c'est qu'encore une fois, ils veulent du volume, ils veulent jouer au tennis. La problématique, c'est que les mecs, ils vont se dire, allez, je pars 6 semaines d'affilée en tournoi. 6 semaines d'affilée, pour les joueurs de tennis, et pour faire clair, c'est presque impossible. Enfin, c'est tellement dur d'être à 100% 6 semaines d'affilée. Impossible. Déjà, sur un match de foot, si tu en fais deux par semaine, c'est déjà compliqué, je pense. Ou au match de basket. Là, le truc, c'est que les mecs, ils se disent, on va partir sur 6 semaines. Ok. Bon. Mais la problématique, c'est quoi? C'est qu'au bout de, allez, 2 semaines et demie, s'ils font des tournois pleins, ils sont plus performants. C'est donc tu baisses de performance, risque accru de blessures finalement et des entraînements. Parce que quand ils jouent au tennis, forcément, la force, si ils jouent bien, tout ça, ça s'entretient, mais finalement, tu sais pas vraiment s'ils Hmm. gardent ou s'ils perdent hein, finalement. À part si tu testes toutes les 5 minutes, mais c'est pas ce que je fais. Mais et, euh, et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, tu
tu vois, je préconise à chaque fois que les mecs ils partent 2 semaines en tournoi, ils reviennent s'entraîner une semaine. Ils repartent 3 semaines, ils reviennent s'entraîner 2 semaines. Tu vois, avoir en fin de compte une ligne directrice et pouvoir retravailler physiquement, pas trop loin un microcycle d'un autre microcycle. Parce que sinon, bah, pour développer des qualités physiques, déjà que c'est pas évident, bah, c'est très très dur. Et voilà, donc les gens avec qui je travaille et qui me font confiance, bah, ils fonctionnent tous comme ça. Et pour le coup, on a ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de blessures finalement parce qu'ils poussent moins leur corps. Ils font 2 semaines, ok, bon, on a fait 2 semaines, on n'a pas bien joué, c'est pas grave, on rentre quand même, on se reprépare et puis on repart. On a bien joué, bah, mon corps il me dit merci parce que je vais pas faire 6 semaines à fond et je tire pas mon corps dans une zone rouge. Je reviens, je récupère, je me réentraîne, je repars à 100% de mes capacités physiques. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui se disent, OK, je finis mon tournoi, je suis fatigué, mais par contre, j'ai un autre tournoi, là, j'y vais à 50%. Parce que je suis fatigué, mais je commence à 50%. Ça, moi, je comprends pas. C'est pas normal. C'est si je vais sur une compétition, je suis à 100%. Sinon, j'y vais pas. C'est trop, Hmm. trop de risques. Ou allez, on peut accepter 80%, mais en dessous de 80%, pour moi, il n'y a pas Autant d'intérêt. pas y aller. Autant pas y aller. Comme quand tu es blessé. Là, tu vois la skieuse, Hmm. tu as suivi un petit peu. Oui. Bon, t'en penses quoi de ça? Bah, moi, je pense qu'il y a trop d'enjeux financiers à ce Ouais, niveau-là et d'image, de carrière, etc. Du coup, ça aurait été un aveu de faiblesse, notamment sur les réseaux, ouais, ouais. d'abandonner pour ces derniers jeux, etc. Bon, au final, ça se finit comme ça devait se finir, mais je pense que c'était plutôt la pression financière et sociale qui l'a Ouais, conduite ouais. à faire ça. Mais pour, mais pour autant, ça c'est après c'est son droit. Elle fait bien évidemment, elle décide de ce qu'elle veut. Mais pour autant, il y a beaucoup trop de gens qui ont relayé ça comme oh c'est respect. En fait, non, pas respect. C'est pour moi c'est très très mauvais dans le, Dans le message. dans le message qui est communiqué, que ce soit aux jeunes ou aux sportifs de haut niveau. Là, mes sportifs, bon bah, ah bah j'ai un croisé, bon bah je vais quand même y aller. Bah non, en fait, jamais de la vie, quoi. En fait, on est Tu loin de vois? tout ça normalement. Dans les Ouais, années 90, bon, il n'y avait pas de durabilité dans la performance. On pétait les gens à 30 ans ouais, et ouais, ouais, terminé. c'est ça. Là, c'est l'inverse. Là Enfin, maintenant, on veut que les gens durent. Du moins, la dans l'optique. réflexion, c'est ça. Puis c'est surtout que tu préfères quoi? Tu préfères avoir ce qu'elle a eu après, et donc elle a 2 doigts de se faire amputer, quand même, la jambe. Donc c'est pas rien. Ou tu préfères ne pas y aller et pouvoir concourir plus tard. Alors, ok, elle est en fin de carrière. Moi, je comprends, hein, c'est attention, le point de vue d'un sportif de haut niveau, il n'est pas du tout le point de vue d'un coach ou d'un prépa Mhm, physique. bien sûr. On n'est pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut ce staff pour les freiner, parce que sinon, ils iraient détruire leur corps pour la performance. La Après, plupart, hein. le fond du problème, c'est que s'il y a eu le facteur chance qui serait, qui serait passé et que du coup, elle avait réussi à performer, voilà, on ne serait pas en train de dire ça aujourd'hui. Moi, j'aurais quand même dit ça, malheureusement. Et ça aurait pas envoyé le même message, malheureusement. Là, c'est sûr. Et pour moi, même si elle avait réussi, je l'ai dit dès le début, avant qu'elle se fasse ces blessures-là. Euh, je dis pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien pour la jeunesse, c'est pas bien pour les gens qui travaillent. Et tu vois, je me bats moi avec mes sportifs quand ils ont des choses quand même assez graves. Alors, on sait très bien qu'un sportif de haut niveau, il va aller en compète, il aura toujours un petit truc, hein. Faut pas se leurrer. Tout le monde croit qu'ils sont tout le temps à 100%. Non, c'est pas vrai, hein. Ils ont toujours un petit pet. Mais il y a des choses que tu peux maintenir et faire en sorte que ce soit pas euh, que la douleur ne soit pas exponentielle. Tu le Ou maintiens, dommageable pour la carrière. voilà, c'est ça. Tu sais que, allez, un exemple, mais tu vois une tendinite sus épineux, bon, en soi, c'est compliqué, mais tu peux faire avec et tu peux quand même amener du renforcement en tournoi et en soi, tu peux jouer avec. Bon, je suis désolé, t'as un croisé, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est toutes les limites aussi après de la culture. C'est aussi la culture un peu du pays hein, qui est comme ça. Hmm. Tu vois, en France, on a quand même une culture de la santé qui est un peu plus développée, je trouve. Ah ouais. C'est-à-dire que, et même dans le cursus, tu vois, avant, tu faisais du haut niveau, à 30 ans, tu savais que tu étais cassé. Aujourd'hui, on est capable de dire que des gens, moi j'ai le cas au basket, hein, j'ai des mecs de 36, 40 ans Ah bah qui oui. sont athlétiques de Et fou,
Mais ils font attention, il y a tout ce qui est autour de l'entraînement qui est cadré. Bref, complètement. maintenant, on est complètement capable de maintenir des gens dans la durée, mais sous Et ils réserve vont, de bons choix. et généralement, ils vont être de plus en plus performants à partir de 30 ans parce que finalement, euh, alors peut-être qu'au niveau des qualités physiques, ça baisse un petit peu. Et encore, Encore. à cet âge-là, tu es presque à ton sommet normalement. Mais d'une part plus psychologique et mentale, finalement, tu es beaucoup plus fort parce que tu as de l'expérience et puis tu as vécu quand même des choses dans ta vie qui font que tu as acquis l'expérience et que tu peux performer un peu plus facilement, entre guillemets. Toi, j'ai l'exemple, euh, une des anciennes joueuses que j'avais, c'est Léolia Jean-Jean. Donc, c'est une Française qui a fait Roland Garros, pour ceux qui connaissent, et les grands chelems. En fin de compte, elle est rentrée dans le top 100 à, bah, écoute, à 30 ans, là, l'année dernière. Enfin, ouais, c'est ça, en juillet dernier. Donc, à 30 ans, elle est rentrée dans le top 100. Elle avait jamais été. Donc, comme quoi, finalement, il n'y a pas d'âge non plus. Les gens, ils pensent qu'ils vont performer à 20 ans. En fait, non, c'est une course. Enfin, c'est pas une course contre la montre, justement. C'est une course de fond. Ouais, voilà, tu, tu, tu dois prendre le temps de faire les choses. C'est pour ça qu'on parlait de développement. Prendre le temps de se développer. Et finalement, la performance, si tu fais bien les choses, tu l'auras tôt ou tard. Et mine de rien, c'est un truc que j'avais parlé sur les réseaux, c'est tes micro-blessures quotidiennes du haut niveau, installe tes routines. C'est Et au ça. final, quand tu as 10 ans de haut niveau, tu connais les routines pour manager ton corps, tu sais si la gravité de ta blessure te permet de jouer ou non. Mm. Tu connais ton corps par cœur finalement. Et c'est peut-être ce qui fait toute la diff des fois entre un jeune de 20 ans qui serait plein gaz et quelqu'un de 30 ans et qui serait bien plus performant alors que sur le Et papier là, non. tu parles d'un truc qui est important, c'est d'éduquer, que ce soit les jeunes, mais aussi les personnes de 25 ans, à connaître leur corps, à savoir quand est-ce que, tu vois, tout à l'heure, je parlais de rep en réserve, mais ça, c'est des choses qu'ils doivent connaître. Tous les gens que je reprends, ils ne savent pas jauger leur intensité, leur fatigue, les reps en réserve, ils savent pas. Et là, je me dis, waouh, mais alors comment tu peux te dire que, ok, j'arrive sur le terrain, peut-être que tu es fatigué, comment tu gères le truc, comment tu gères en fait? Ben, ils savent pas. Ouais. En fait, si t'es pas là pour les aider à amener du ressenti, etc., sur leur propre corps, ils savent pas. Et donc là, moi, je trouve ça un peu catastrophique, on va dire. C'est ton corps, tu dois apprendre à en prendre soin. Les routines, tu vois, moi, je vais créer des routines. Si je les mets pas, ils les font pas, Mm. tu vois, la plupart du temps. Et c'est là où, de plus en plus, je me bats pour les responsabiliser un peu plus dès le jeune âge. Parce que finalement, c'est là que ça se passe. Hein. Si ils sont pas axés sur prendre soin de leur corps, etc., à 25 ans, c'est qu'au début, on n'a pas mis les bonnes bases, finalement. Donc, ouais, des fois, je me dis, bah, attends, ça, c'est une routine que je t'ai donnée il y a 6 mois et t'as arrêté là. Et Ah bah oui, je la malheureusement, fais plus parce que j'ai plus mal. Ah ouais, d'accord, bon bah, c'est les blessures qui vont faire mûrir. ouais, ouais, Malheureusement, ouais. Là, vraiment, dans la complètement. pratique. Et D'ailleurs, il en faut, oui, sinon tu comprends pas. exactement. C'est-à-dire que sinon on passe juste pour les vieux cons. D'ailleurs, comment tu fais pour gérer du coup quelqu'un qui est déjà installé sur le circuit et quelqu'un qui va s'installer sur le circuit? Est-ce que tu changes des choses dans ton approche ou pas? Ouais, forcément. Euh, Moi, j'ai une méthode d'entraînement particulière, mais ça veut pas dire que je m'adapte pas non plus aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu déjà 15 ans sur le circuit, imaginons, je vais pas arriver et dire ah non, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, il a un vécu, il a un bagage, il a une façon de s'échauffer. Il y a des choses qui ont marché finalement s'il est encore sur le circuit aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses qui ont marché. Donc non, je change pas tout. J'amène des choses pour l'amener à performer en plus, forcément. J'amène ma méthode d'entraînement, hein, je fais comprendre les choses, mais je change pas tout. Ça, c'est impossible. Par contre, quelqu'un que j'amène en tant que pro, là, par contre, j'essaye de le polir de A à Z. C'est-à-dire que généralement, c'est des gens qui n'ont pas eu ou très peu d'entraîneurs physiques. Et donc, je mets la méthode d'entraînement de A à Z, tout ce que je pense qui est bon pour un tennisman pour performer à haut niveau, et je le mets en place. Si la personne elle est déjà dans le top 100, c'est compliqué de lui dire ah non, tu dois faire comme ça pour performer. Je sais que c'est comme ça que tu dois faire pour performer,
mais tu as tellement des habitudes ancrées que tu peux pas te permettre de dire ah non, non, ça c'est de la merde, tu changes. Ah, putain, le mec il fait ça depuis 15 ans, et tu peux pas lui dire ça. Mais ça, mais je m'empêche pas non plus de dire ce que je pense s'il y a quelque chose qui me choque. Tiens, bah là ton exo, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Tu vois, les proprios sur WAF ou tu vois ce que moi, je vois pas trop l'intérêt, mais il y en a qui continuent à le faire. Bon, si ça te fait du bien, écoute, fais-le, mais c'est pas mon approche non plus, quoi. Tu vois, je vais peut-être laisser un peu plus comment dire, euh, d'air, on va dire, à un sportif qui est déjà dans le top 100 ou qui est déjà dans le monde pro depuis très longtemps qu'un sportif qui n'a pas encore été ou qui est tout juste dans le monde pro. Bah, je vais être complètement différent là-dessus. Ce serait délétère de toute manière Oui, de changer quelque chose qui lui fait du bien. c'est ça. Même si toi tu penses que c'est pas efficace, si lui ça lui convient, l'effet placebo Ouais. suffit à lui faire du bien. Et des fois, après, moi, je pense qu'il faut pas non plus trop laisser les gens avec des fausses croyances, mais il y a des choses qui font vraiment du bien. Et donc, oui, c'est quand même compliqué de se risquer si la personne elle a 30 ans de lui dire bah non, je change ça, alors qu'il lui reste peut-être aller 5 6 ans de carrière. Bon, est-ce qu'il n'y a pas plus important? Le but, c'est d'aider la personne à performer. Si elle est bien comme ça, amène-lui des nouveaux outils pour être encore mieux et se sentir encore mieux. C'est ce qu'on a fait avec le Olia. J'ai pas tout changé. Tellement de choses déjà ancrées. Mais tu vois, des douleurs de dos qu'elle a eues et qu'on a essayé de faire passer, tu vois, finalement, avec certains exos. Elle disait, mais non, mais de toute façon, j'aurais toujours mal au dos, etc. Finalement, si tu travailles différemment, peut-être que tu peux amener à, euh, à détendre certaines douleurs. Voilà, tu m'as compris. Ok, ok. Bon, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais à te poser. Si on doit te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Sur les réseaux, en Moi, vrai? sur les réseaux, dans le sud de la France, vous venez, vous venez proche de Nice. Sur les réseaux, moi, c'est Quentin Avria Trainer sur mon compte pro. Et puis après, bah, à l'avenir, peut-être dans une salle, on verra. Ça marche. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci Val. Ciao.